Bonsoir à tous, merci de nous retrouver dans cette seconde dorsale de ce programme spécial dédié au deuxième anniversaire de l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine. C'était donc aux premières heures de la matinée du 24 février 2022 que le chef du Kremlin avait donc lancé l'opération visant à repousser clairement la menace de l'OTAN de son territoire. Dans les faits, il fallait procéder donc à la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine, voisin qui était donc de plus en plus à la solde des puissances européennes, avec bien entendu comme patron des hostilités les États-Unis d'Amérique. 2 ans après, où en est-on clairement sur le terrain? Eh bien, la contre-offensive ukrainienne annoncée en juin dernier était présentée par les médias mainstream comme étant une véritable trouvaille qui permettrait à l'Ukraine de pouvoir rattraper visiblement son retard sur le terrain. Des mois après, on s'est véritablement trompé quant à la capacité militaire ou alors opérationnelle de l'Ukraine pour rivaliser d'adresse sur le théâtre d'opération. Comment expliquer cet échec cuisant de l'OTAN sur le territoire ukrainien? Comment davantage projeter cette victoire russe qui se dessine à l'horizon? Quelles ont été bien entendu les principales stratégies qui ont été mises sur pied pour permettre à la Russie aujourd'hui de pouvoir bien entendu gagner de l'espace, gagner du terrain, mais surtout se frotter paisiblement les mains en attendant la mise sur pied très certainement d'un cadre de dialogue qui permettra donc finalement d'enterrer cette hache de guerre et de fumer le calumet de la paix. On en parle dans cette édition spéciale avec Jean Beau qui est notre invité, Jacques Beau qui est notre invité dans le cadre de cette édition que nous retrouvons très chaleureusement. Jacques, bonsoir, merci de nous retrouver en direct sur Afrique Média. Bonsoir et merci pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes ancien colonel suisse, analyste stratégique, spécialiste du renseignement et du terrorisme. C'est justement à ce titre effectivement que nous vous accueillons. Et la question est se veut d'abord toute simple pour tenter de planter le décor. Évoquons donc, Jacques, si vous en avez convenance avec nous, le bilan de la contre-offensive, que dis-je, de l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine. 2 ans après, que doit-on en dire? Que doit-on finalement retenir comme action sur le terrain, puisque nous parlons effectivement, nous allons nous intéresser à ces lignes de front qui sont donc assez visibles et perceptibles au lendemain du démarrage de cette opération militaire. Alors, merci de me donner la parole. Tout d'abord, pour comprendre où on en est arrivé, il faut bien comprendre quel est le point de départ. Comme vous l'avez dit, je suis spécialiste du renseignement. Je ne suis pas seulement spécialiste du renseignement, je fais partie du renseignement stratégique suisse et c'était mon métier que d'évaluer en permanence la situation pour la présenter au gouvernement. Donc, la question est la suivante. Pourquoi la Russie s'est engagée en Ukraine? Elle ne s'est pas engagée pour lutter contre l'OTAN. Ce n'est pas tout à fait exact. Elle s'est engagée parce qu'il y avait une menace sur les populations russes du Donbass. Et cette menace, elle a été, ce n'est pas simplement une affaire imaginaire, elle est issue d'un décret qui a été émis en mars 2021 par le président Zelensky pour la reconquête de la Crimée et des 2 républiques du Donbass. Et entre mars 2021, fin Tout mars à fait. 2021, Oui, vous restituez véritablement les faits parce que dans le discours d'entrée de Vladimir Poutine, il le dit si bien, il faut mettre fin au génocide des populations russes des régions du Donbass qui dure depuis 8 ans déjà. Voilà, c'est ça le point central. Et la mission de démilitarisation et de dénazification ne concernait pas l'ensemble de l'Ukraine, mais la menace qui pesait sur les troupes du Donbass, sur les populations du Donbass. Et ça, c'est très important de le dire parce que les Occidentaux ont essayé de faire passer le message que l'objectif de la Russie était de prendre l'ensemble de l'Ukraine. Alors évidemment, si l'objectif est de prendre l'ensemble de l'Ukraine, on voit bien qu'ils n'ont pas atteint cet objectif. Mais si on revient sur les objectifs qui ont été énoncés par Vladimir Poutine le 24 février, c'est-à-dire vaincre la menace
sur les populations du Donbass, démilitarisées et dénazifiées, eh bien, on s'aperçoit que ces objectifs ont été atteints plusieurs fois même. Euh, L'objectif de dénazification, il a été, c'est-à-dire, c'était en réalité, vous savez, Vladimir Poutine a pris un terme de la déclaration de Potsdam de 1945, qui concernait à l'époque l'Allemagne nazie, mais l'objectif de dénazification visait le démembrement des milices d'extrême droite euh, ukrainiennes qui avaient sévi dans la région du Donbass jusqu'à Mariupol et particulièrement d'ailleurs à Mariupol, entre 2014 et 2016. Et donc, cet objectif a été atteint le 28 mars 2022. Donc ça, c'est le premier objectif qui a été atteint. Le deuxième objectif, c'était la démilitarisation des forces ukrainiennes et de la menace sur les populations du Donbass. Cet objectif, il a été atteint une première fois entre mai et juin 2022. À ce moment-là, l'armée ukrainienne a perdu pratiquement tous ses moyens. Et c'est à ce moment-là que Zelensky dit qu'à partir de ce moment, ils dépendent de l'Occident. À partir de ce moment-là, l'Occident commence à alimenter l'Ukraine en armes et on a jusqu'en novembre 2022, on a des vieux matériels de l'ex-Union soviétique qui étaient stockés en Europe de l'Est, qui ont été distribués à l'armée ukrainienne. Ces matériels ont été détruits, comme je l'ai dit, grosso modo entre septembre et novembre 2022. Et à partir de ce moment-là, l'Occident a commencé alors à piocher dans ses stocks pour fournir des armements plus modernes à l'Ukraine, ce qu'ils ont fait dans le courant 2023. Et aujourd'hui, on peut dire qu'une grande partie, et notamment au début jusqu'à la contre-offensive de l'été 2023, on peut dire que ces matériels ont été fournis et ont été en grande partie détruits par l'armée russe. Donc on peut dire que la démilitarisation de l'armée ukrainienne s'est faite en 3 temps et à chaque fois, elle s'est soldée par un succès russe. Donc voilà, ça c'est les éléments qu'il faut comprendre pour le départ. Donc il ne s'agissait pas d'étendre le territoire de la Russie, il ne s'agissait pas de recréer l'Union soviétique ou l'Empire tsariste, il s'agissait de démilitariser l'armée ukrainienne. Et cette démilitarisation, elle visait uniquement le potentiel militaire. Elle ne visait pas la prise de territoire. C'est la raison pour laquelle, en mars 2022, lorsque le président Zelensky a fait une proposition à Vladimir Poutine, une proposition de résolution du conflit. Dans cette résolution qu'il a transmise, c'était mi-mars 2022, euh, dans ce projet, il y avait le retrait des forces russes de l'Ukraine. Et la Russie était prête à retirer ses troupes, mais évidemment, elle avait déjà pris une partie importante, environ 20% du territoire ukrainien. Donc, elle a cherché à monnayer son retrait en quelque sorte. Et la monnaie, l'échange ou la contrepartie de son retrait de l'Ukraine était la neutralisation de l'Ukraine, ce que Vladimir Zelensky lui-même a proposé donc à Vladimir Poutine en mars 2022. C'est à ce moment-là, fin mars 2022, que les Occidentaux sont intervenus et ont demandé à Zelensky de retirer sa proposition en échange d'un soutien jusque tant qu'il faudra par les Occidentaux. Voilà, ça c'est la situation. C'est important de le dire parce que on n'est pas dans un objectif territorial pour la Russie, on est dans un objectif de destruction de potentiel. Et ces objectifs ont été atteints. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne reçoit encore des armes, d'ailleurs, nécessite d'ailleurs l'apport d'armes occidentales parce que ces armes ont été détruites. Les systèmes antiaériens, notamment les missiles patriotes, ont pratiquement tous été détruits par les missiles russes. Donc c'est ces missiles patriotes qui devaient être
la solution miracle contre les missiles, les avions et tout. En fait, ils se sont avérés remarquablement peu efficaces. Et puis, il faut également noter que les chars de combat occidentaux qui ont été qui ont été fournis à l'Ukraine étaient des chars qui n'étaient pas adaptés au contexte ukrainien. Et par conséquent, évidemment, ils n'ont pas eu le succès escompté. Et pour couronner le tout, les Ukrainiens ont subi des pertes qui sont très importantes, que personne n'est en mesure d'évaluer avec précision à l'heure actuelle, mais les calculs relativement éclairés, pourrait-on dire, de certains font estimer les pertes entre 300 000 et 400 000 hommes du côté ukrainien. Du côté russe, on n'a pas de chiffre officiel ou plus de chiffre officiel. Il n'y a eu que 2 chiffres officiels qui ont été annoncés en 2022. Mais depuis, l'armée russe ne publie pas ces chiffres. En revanche, on a une estimation d'un groupe d'opposition qui s'est associé à la BBC ou BBC de Londres pour faire une évaluation basée sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ainsi que sur les avis mortuaires dans la presse. Et là, on arrive à un chiffre qui est beaucoup plus bas. On serait, selon cette méthode, qui me semble quand même assez significative, eh bien, on arriverait environ à des pertes de l'ordre de 40 000. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais on devrait être en dessous de 40 000 hommes perdus durant ces 2 ans. Donc voilà un petit peu le bilan, si vous voulez, matériel de la chose. Le problème est en Ukraine que les pertes ont été telles que pour remplacer ces hommes, eh bien, il faut évidemment prendre dans la population active de l'Ukraine. Et là, on se heurte à un vrai problème. Pourquoi? Parce que une bonne partie des hommes qui sont en âge de combattre, eh bien, sont soit engagés dans l'industrie, y compris l'industrie de l'armement, tant qu'elle puisse encore survivre en Ukraine, mais aussi pour faire tourner les infrastructures. Et puis, vous avez une bonne partie de ces jeunes Ukrainiens qui ont tout simplement quitté le pays, d'ailleurs, et qui se trouvent réfugiés en Europe. Donc, l'Ukraine est très empruntée aujourd'hui pour renouveler le personnel qui manque sur le front. Et puis, on est obligé de recourir à des méthodes de recrutement forcé qui sont pratiquement, d'ailleurs, bien souvent, ça ressemble plus à des enlèvements qu'à un recrutement tel qu'on pourrait l'imaginer dans un pays démocratique. Donc voilà un peu le bilan militaire, si vous voulez, de ce conflit. Merci à vous. Et on insiste bien entendu sur cette brillante lecture que vous venez de nous faire. Vous dites clairement que l'une des raisons, sinon la raison fondamentale qui avait soutenu et qui sous-tend d'ailleurs l'action militaire de la Russie du côté de l'Ukraine, c'était simplement davantage pour mettre au fond à la menace liée donc à ces populations russes du Donbass. Et le 26 mars 2022, vous le dites si bien, la Russie a réussi, bien entendu, à quadriller l'ensemble de ces territoires. D'ailleurs, il y a eu un véritable référendum là-dessus où ces populations se sont prononcées en faveur d'un rattachement davantage pour la Russie. Alors, Jacques Beau, si les faits sont donc purement actés, pourquoi est-ce que la guerre perdure? Alors, il y a plusieurs choses dans cette affaire. Tout d'abord, vous avez évoqué dans vos questions tout à l'heure, vous avez évoqué la question de l'OTAN. Alors, l'OTAN est une préoccupation de la Russie, bien entendu, et la Russie l'a exprimé à plusieurs reprises. Mais ça n'est pas pour cette raison qu'elle est intervenue. Ça, c'est important de le dire. Ce n'est pas à cause de l'OTAN qu'elle est intervenue. En revanche, le fait d'avoir un succès opérationnel militaire va lui permettre d'avoir un poids supplémentaire pour négocier le fait que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Voilà. C'est un principe vous savez, le stratège du 19e siècle, Clausewitz, qui disait qu'il fallait exploiter les objectifs militaires pour atteindre des objectifs politiques.
Et c'est exactement ce qui va se passer, car c'est effectivement un problème, mais de nouveau, jusqu'à à février 2022, la Russie prévoyait, enfin, avait d'ailleurs toujours tenté de négocier le fait que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. La raison pour laquelle la Russie ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est parce que l'OTAN pourrait y déployer des armes nucléaires. Et vous savez que les Américains sont sortis unilatéralement des traités de désarmement dès 2022, dès 2002, pardon, avec l'administration Bush. Les Américains sont progressivement sortis de tous les accords de désarmement. Et ça a une conséquence, c'est que grâce au fait qu'ils ne sont plus liés par ces accords de désarmement, les Américains ont commencé à déployer des missiles qui ont des capacités nucléaires. Je ne dis pas qu'ils sont nucléaires, mais ils ont des capacités nucléaires en Pologne et en Tchéquie et en Roumanie. Et donc, pour la Russie, si les Américains déployaient des missiles nucléaires en Ukraine, on serait dans une situation stratégique extrêmement délicate parce que les missiles seraient tellement proches de la Russie qu'elles ne permettent plus une réaction de la Russie. Et c'est toute la problématique. Vous savez, dans les missiles nucléaires, la guerre nucléaire, les deux grandes puissances, on va mettre même les trois parce que vous avez aussi la Chine là-dedans, elles se surveillent en permanence. Et dès qu'on voit les signes avant-coureurs d'un lancement de missile, eh bien, il y a deux possibilités. Soit il peut y avoir une possibilité de négociation. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à la fin de la crise des missiles de Cuba, on avait instauré ce qu'on appelle le téléphone rouge entre la Maison-Blanche et le Kremlin, qui est un téléphone, d'ailleurs, c'est pas un téléphone d'ailleurs, c'est ni un téléphone, il est ni des téléphones, ni rouge. C'est en fait une installation de communication extrêmement complexe qui permet en cas de crise aux deux présidents d'accorder leur violon si besoin est, de façon à éviter notamment l'accident nucléaire. Alors, évidemment, quand vous avez des missiles qui passent d'un continent à l'autre, vous avez le temps de discuter, de prendre votre téléphone rouge, si vous me passez l'expression, et d'entamer une discussion et voir si on part dans la guerre nucléaire ou bien si on est dans un accident. Lorsque le missile est exactement à votre porte et qu'il prend quelques secondes seulement pour toucher les endroits critiques de votre pays, vous n'avez plus le temps ni de réagir, ni politiquement, ni techniquement. Et c'est là le vrai problème de cette présence à proximité de la frontière. Donc voilà, ça c'est déjà un élément important à relever qui explique pourquoi la Russie négociera nécessairement dans une solution du conflit ukrainien, il y aura nécessairement la question de la neutralité de l'Ukraine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Zelensky l'avait offerte en 2022 et ce sont les Occidentaux qui ont empêché que ça se fasse. Voilà, donc ça c'est important à dire. Maintenant, j'ai parlé et j'ai oublié d'ailleurs la question que vous m'aviez posée, et vous allez peut-être me rafraîchir ma mémoire. Tout à fait. Alors, vous l'avez relevé, l'objectif principal de cette opération militaire, Jacques, vous l'avez dit, c'était la menace qui pesait sur les populations du Donbass. Et le président Vladimir Poutine s'est voulu d'ailleurs très clair, ces peuples-là, cette population était martyrisée, d'ailleurs elle était génocidée, ça sont ses propos. Et vous le dites si bien, le 26 mars, au plus tard, ou alors au plus tôt, la Russie avait vite fait de pouvoir, bien entendu, mettre le cap sur ces territoires. D'ailleurs, il y a eu un véritable référendum où les populations se sont prononcées en faveur d'un rattachement à la Russie. Pourquoi la guerre perdue si on a donc atteint, bien entendu, les objectifs assignés aux premières heures de la matinée du 24 février 2022? Merci d'avoir rafraîchi ma mémoire. La raison pour laquelle la guerre ne se termine pas, eh bien, en fait, c'est la raison pour laquelle elle a commencé. Parce que je vous ai dit au tout début, et c'est très important de le dire, que cette guerre a été provoquée. L'offensive ukrainienne contre les populations du Donbass était planifiée par l'Ukraine. Mais on savait
que cette offensive allait déclencher une réponse russe. Et on le savait d'ailleurs si bien qu'un conseiller de Zelensky, Oleksiy Arestovitch, en mars 2019, a expliqué cette mécanique. Donc on sait qu'il y avait la volonté de l'Ukraine de déclencher une guerre. Alors vous allez me dire pourquoi déclencher une guerre? Eh bien, on le sait parce que on a un document américain qui est un document d'ailleurs de 300 pages qui explique comment affaiblir la Russie et qui a été écrit également en mars-avril 2019 et qui explique qu'il faut déclencher un conflit avec la Russie de façon à pouvoir lui appliquer des sanctions et ainsi provoquer son effondrement. Je vous rappelle que le ministre de l'économie français, M. Bruno Le Maire, avait, le 1er mars 2022, annoncé l'effondrement de l'économie russe. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Ce n'est pas sans raison. C'est que les Occidentaux, Américains et Européens combinés, avaient prévu de placer tellement de sanctions sur la Russie que son économie ne résisterait pas et devrait s'effondrer. Pourquoi faire s'effondrer la Russie? Eh bien, de nouveau, là, on a des documents très clairs qui ont été écrits du côté américain. Les Américains ont comme objectif l'affaiblissement de la Chine. Or, la crainte des Américains, c'est que la Chine s'associe avec la Russie. Et donc, il y avait deux manières possibles, et d'ailleurs, on trouve encore ces deux écoles, si vous voulez, au sein de l'administration Biden aujourd'hui. Il y a une école qui dit, pour éviter que la Chine soit renforcée par la Russie, eh bien, il faut demander à la Russie ou se rapprocher de la Russie en quelque sorte. Et puis, il y a une autre école qui dit, pour éviter que la Chine soit renforcée par la Russie, eh bien, il faut détruire la Russie. Et c'est cette deuxième école qui a comme chef de file d'ailleurs Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, ainsi que beaucoup de républicains aux États-Unis. C'est cette deuxième école qui a gagné en quelque sorte, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec la Russie. Et dans un premier temps, on pensait que la Russie s'effondrerait en quelques semaines, voire même quelques jours. Et c'est pour ça que Zelensky a accepté de jouer le jeu, parce qu'il était convaincu par ses alliés occidentaux que la Russie s'effondrerait très rapidement et qu'elle n'aurait plus les moyens de faire sa guerre. C'est pour ça qu'il s'est engagé là-dedans. Et c'est pour ça aussi qu'il a retiré la proposition qu'il avait faite lui-même à la mi-mars 2022. Le problème est qu'on a mal estimé la Russie. La Russie est un pays qui a d'énormes ressources, qui étaient très largement sous-exploitées auparavant, même d'ailleurs durant l'époque soviétique, qui ont été mal, si vous voulez, valorisées durant l'époque Yeltsin. Vladimir Poutine a essayé de les revaloriser. Le problème, c'est que quand vous avez des produits, par exemple des voitures, si vous avez des voitures qui sont meilleur marché en Occident que celles que vous pouvez produire vous-même, eh bien, vous n'avez pas si vous voulez, il n'y a pas le mot m'échappe, mais vous n'êtes pas incité, voilà, il n'y a pas d'incitation à produire des voitures vous-même si vous avez des voitures meilleur marché ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, l'effet des sanctions a été d'isoler le marché russe et de rendre rentable tout d'un coup toute une série d'activités qui normalement n'auraient pas été rentables de faire. Et c'est ce mauvais calcul qu'ont fait les Occidentaux en essayant d'isoler la Russie. En réalité, ils lui ont donné une sorte de coup de pied au derrière pour qu'elle se réveille et qu'elle remette sur pied une vraie économie. Et c'est ce qui se passe en ce moment. D'autre part, la Russie est un pays qui produit énormément de matières premières et, comme vous le savez, des hydrocarbures, y compris du gaz naturel et du pétrole, etc. Et vous savez aussi bien que moi que, quel que soit le cas de figure, ce sont des matières premières dont vous avez besoin. Et donc, si les Européens ne l'achètent pas, il y a d'autres pays dans le monde qui l'achèteront.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Europe a fermé ses frontières à ses produits relativement bon marché, enfin produits, je veux dire, ces matières premières relativement bon marché venant de Russie. Eh bien, ces matières premières se sont redirigées vers d'autres pays, très naturellement, vers l'Inde, vers la Chine. La Chine est un gros, un gros consommateur de matières premières, puisque c'est un gros producteur industriel. Par conséquent, on a tout simplement facilité, si vous voulez, on a provoqué une redirection de l'économie russe qui a sans doute provoqué un léger affaiblissement en février, mars, peut-être jusqu'en avril-mai 2022, mais qui ensuite a remarquablement repris. Et aujourd'hui, on a une économie russe qui, selon les derniers chiffres d'ailleurs, est une économie qui est en croissance, alors que les pays qui ont sanctionné la Russie, eh bien, sont en décroissance, voire même en récession pour certains. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, le problème est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le terrain, la Russie a toujours garde la main. Elle est sur toute la ligne de front, les troupes russes avancent. Elles sont pas, le but n'est pas d'avancer d'ailleurs. Le but est de détruire le potentiel ukrainien. Donc, elles avancent par la force des choses, si vous voulez. Au fur et à mesure qu'elles détruisent des forces ukrainiennes, elles avancent. Mais le but n'est pas de prendre du terrain. Ça, c'est important de le rappeler. Et ce qui se passe actuellement, c'est que la Russie pratiquement domine le champ de bataille. Alors, les Occidentaux constatent que les moyens militaires n'ont pas fonctionné, les moyens économiques n'ont pas fonctionné, l'isolation politique n'a pas fonctionné non plus, et donc ils se réfugient un petit peu dans un geste désespéré de vouloir prolonger la guerre en se disant, si la guerre se prolonge, la population russe finira par se lasser et poussera le gouvernement russe à faire la paix en quelque sorte ou à se rendre. Et ce sera donc une défaite de l'Ukraine. Le problème est que la population russe, on le constate depuis le début de l'opération spéciale, la population russe est assez favorable au président Poutine. D'ailleurs, sa cote de popularité le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 85%, mais en gros, c'était une popularité qui était à 65% avant l'opération spéciale, et depuis février 2022, elle est montée à 77% et elle s'est stabilisée à 80% pratiquement depuis mai 2022. Donc le soutien à Vladimir Poutine est important. Le soutien à l'opération spéciale dans la population est environ à 75% de la population. Donc ça veut dire qu'il y a 20% de la population qui est contre l'opération spéciale, 5% d'indécis et environ 75% de la population qui est favorable à l'opération. Ceci étant, il y a parmi la population russe, il y a une majorité qui est de l'ordre de 57%, 60% peut-être maintenant, qui est favorable à la poursuite des négociations. Et c'est un peu paradoxal parce qu'ils sont pour la poursuite de l'opération spéciale, mais ils seraient favorables à une solution négociée. Donc, si on fait le bilan de tout ça, on s'aperçoit que le calcul des Occidentaux de prolonger la guerre est en train de saigner à blanc l'Ukraine, parce que l'Ukraine n'a plus les moyens, à la fois matériels et humains, de mener une guerre, disons, à grande échelle, on pourrait dire ça comme ça. Et d'un autre côté, on a une Russie qui s'est renforcée, dont l'industrie de défense a été stimulée par la guerre, évidemment, et par la demande qui a été euh, provoquée par le conflit. Et puis, d'autre part, une population qui est de plus en plus favorable à la poursuite de la guerre, même s'ils sont favorables aussi à une solution négociée, mais ils sont favorables à la guerre parce qu'ils commencent à comprendre de plus en plus que les Occidentaux sont derrière cette guerre et finalement poussent à ce que la guerre se poursuive. Et c'est un phénomène qu'on commence à voir d'ailleurs du côté ukrainien aussi.
J'ai dans mon audience, vous savez que j'ai écrit plusieurs livres sur la guerre en Ukraine. Le dernier, c'est celui qui est derrière moi, mais c'est l'art de la guerre russe. Euh, j'ai écrit plusieurs livres et qui m'ont valu d'ailleurs le fait d'être euh, traité d'agent de Vladimir Poutine en Europe. Mais en réalité, j'ai constaté, parce que j'ai été interpellé très récemment à Bruxelles par des jeunes Ukrainiens qui sont réfugiés et qui m'ont remercié pour le travail qu'on fait. Parce que ce qui se passe, c'est que les Ukrainiens aussi constatent que les Occidentaux n'aident pas l'Ukraine. Et que, en réalité, l'Ukraine s'est trouvée prise dans une sorte de chantage, on pourrait dire, qui est des Occidentaux qui disent ben, si vous faites pas ce qu'on vous dit, en quelque sorte, eh bien, on vous aide plus. Et, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Boris Johnson et les Britanniques étaient intervenus, et la France et l'Allemagne d'ailleurs étaient intervenus, c'est important aussi de le dire, en mars 2022 pour pour demander à Zelensky de retirer sa proposition. Donc, les Ukrainiens s'aperçoivent de plus en plus qu'ils sont le jouet des Occidentaux, que les Occidentaux n'ont pas été honnêtes, en fait, avec l'Ukraine. Et, et donc, vous avez d'un côté les Russes qui voient le jeu des Occidentaux, et vous avez de plus en plus à l'intérieur de l'Ukraine des Ukrainiens qui voient le jeu des Occidentaux. Et ça a pour conséquence que, à part les phénomènes militaires dont j'ai déjà parlé, vous avez un phénomène politique qui est en train de se dérouler en Ukraine. Et vous avez, ces derniers mois, il y a une guérilla assez virulente qui a commencé à se développer à l'intérieur de l'Ukraine, donc de la partie occidentale de l'Ukraine, si vous voulez, et qui commence à s'attaquer aux installations et aux troupes ukrainiennes à l'intérieur de l'Ukraine. Donc, le jeu des Occidentaux est aujourd'hui en train d'être démasqué, si vous voulez, et pourrait très bien amener à la chute définitive du gouvernement ukrainien. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, Zelensky, voyant que, à cause des élections américaines, à cause aussi du fait que de plus en plus en Europe, les gens se posent la question de l'intérêt à soutenir cette guerre, Zelensky eh bien, essaye de faire la tournée des capitales. Il est en permanence, d'ailleurs, ce qui est assez curieux parce que pour un président qui est en guerre et qui est chef d'ailleurs des armées, hein, il ne faut pas l'oublier, selon la Constitution, Zelensky, on pourrait s'imaginer qu'il serait en permanence auprès de ses hommes et dans son pays. Or, en réalité, il tourne dans les capitales occidentales pour essayer de rassembler le soutien qui pourrait, le soutien restant, si vous voulez, à la fois politique, financier et matériel, pour pouvoir continuer cette guerre, parce que maintenant, il est pris simplement, il est assis entre deux chaises, il ne peut plus négocier parce qu'il s'est d'ailleurs interdit lui-même de négocier, hein. Il a publié un décret qui lui interdit de négocier avec la Russie tant que Vladimir Poutine est au pouvoir. Donc il s'est interdit lui-même de négocier. Les Américains ne veulent pas perdre la face et ne veulent pas négocier avec les Russes. Donc les Américains essayent de pousser les Ukrainiens à négocier, mais comme je l'ai dit, Zelensky s'est interdit lui-même de négocier. Donc on est actuellement dans un système de serpent qui se mord la queue un petit peu et une situation un peu sans solution pour l'Ukraine. Et alors, le bénéfice de cette situation revient à la Russie qui avance inexorablement et qui détruit du potentiel à la fois humain et militaire des Ukrainiens. Et on arrive gentiment à une situation où eh bien, il faudra se poser la question de peut-être une question existentielle sur l'Ukraine. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est maintenant. Donc, vous faites bien de rappeler effectivement qu'il a été interdit à M. Zelensky de mener
une quelconque action visant donc à négocier avec le voisin russe. Et on pourrait d'ailleurs s'interroger pourquoi une véritable, du moins pourquoi personne n'oppose un véritable, ne propose un véritable processus de paix. Le dernier en date posé notamment par Volodymyr Zelensky, vous l'avez dit, était comme une forme de plus ou moins de compromis, c'est-à-dire tu prends ce que tu veux, tu me laisses que ce qui me revient de droit, du moins, ce qui a été sévèrement réprimandé, s'il fallait m'exprimer ainsi, par les États-Unis. Alors, Jacques Beau, on a donc une armée russe qui est en train visiblement d'atteindre ses objectifs au détriment de l'Ukraine qui paye le lourd tribut en tout cas de ce bras de fer. Les derniers événements datent ceux d'ailleurs du retrait des militaires au sein de la ville d'Avdiïka, avec des témoignages assez glaçants de ces rescapés de guerre qui ne veulent plus, bien entendu, y retourner après plus de 600 jours sur la ligne de front. Alors, quelle sera véritablement l'issue de ce bras de fer entre Américains finalement et Russes sur la question ukrainienne, bien sûr? Alors, le problème des Américains est le suivant. Dans l'administration Biden, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une élection présidentielle Tout à fait, qui tout à fait, s'est déroulée aux États-Unis et tout à fait. que le président Biden aurait voulu se présenter évidemment à cette élection avec une victoire. Une victoire ukrainienne, bien entendu, puis qui aurait été soutenue par les États-Unis, etc. Or, on ne s'achemine pas du tout vers ce scénario-là. Donc, on est actuellement au niveau de l'administration Biden dans une stratégie de limitation des dégâts, pourrait-on dire. Et c'est pour ça qu'on essaye de conseiller, d'ailleurs c'est intéressant parce que les Américains ne veulent pas perdre la face, donc ils ne veulent pas aller négocier directement avec les Russes, mais ils poussent Zelensky à le faire. Et Zelensky, il est vraiment assis entre deux chaises depuis. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas eu que deux tentatives de Zelensky de négocier, il y en a eu trois. On en parle toujours de deux, mais en réalité, il y en a eu trois. La première tentative de Zelensky à négocier s'est faite le 25 février 2022, c'est-à-dire au lendemain du début de l'opération spéciale. Le président Zelensky a appelé le ministre des Affaires étrangères suisse pour qu'il organise une conférence de paix. Cette conférence ne s'est pas organisée, mais il y a eu un premier tour de négociation qui s'est fait à la frontière du Bélarus, à Gomel, qui n'a pas duré très longtemps, qui a été assez rapidement remplacé par un deuxième round de négociations qui s'est fait à Istanbul sous l'égide de M. Erdogan et qui a abouti à la proposition de Zelensky qui a finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été retirée à la demande des Occidentaux. Mais il y a eu une troisième tentative de Erdogan en septembre, maintenant je ne veux pas raconter de bêtises, c'est en août 2022. Erdogan a proposé une rencontre au sommet entre Zelensky et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine s'est fait un peu prier, mais finalement il a accepté l'idée de ce sommet. Et c'est une fois de plus les Britanniques qui sont venus et Boris Johnson qui est intervenu auprès de Zelensky pour lui faire renoncer à cette initiative. Donc il y a eu trois tentatives qui ont échoué. Par la suite, depuis la fin 2022, pratiquement depuis décembre 2022, les Américains sentent bien que cette guerre est perdue. Donc ça fait déjà très longtemps que les Américains le savent. Les Européens se sont convaincus qu'il y avait une victoire possible ukrainienne, mais je pense que les Américains et les services de renseignement américains et les militaires surtout américains ont compris que l'affaire était perdue. Et c'est la raison pour laquelle, dès décembre 2022, les Américains ont poussé les Ukrainiens à négocier. Mais Zelensky, le pouvoir à Kiev est plus compliqué que ce qu'on imagine généralement en Occident. Il y a certainement des gens qui voudraient avoir une négociation, mais il y a des forces très importantes, c'est notamment les forces d'extrême droite, si vous voulez, les forces nationalistes, ultranationalistes même, qui, elles, s'opposent farouchement à toute négociation avec la Russie. Et ces forces ultranationalistes,
elles sont extrêmement puissantes, même si politiquement, elles sont peu représentées au Parlement. Mais c'est une grande partie des gens qui sont dans les forces armées ou dans les forces de sécurité et qui détiennent de facto, si vous voulez, le pouvoir. Et c'est pour cette raison que Volodymyr Zelensky s'est interdit lui-même à négocier. Donc Zelensky s'est mis dans une situation quasiment impossible parce que les Américains voudraient terminer cette guerre. Parce qu'on voit bien que, et d'ailleurs les discussions au Congrès américain montrent bien que les parlementaires américains sont inquiets du fait qu'ils investissent, ils envoient de l'argent dans cette guerre sans qu'elle aboutisse à rien du tout. Donc, si vous voulez, on est dans un trou noir dans lequel on envoie du matériel et finalement des millions de dollars sans rien retirer et sans espoir de retirer quelque chose. Donc on est un peu à fond perdu et ça n'est pas très économique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même des parlementaires qui étaient farouchement pour la guerre, aujourd'hui disent qu'il faut arrêter de soutenir l'Ukraine. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Et les Américains s'en rendent compte. Les Européens, eux, ne se sont pas encore rendus compte parce qu'eux aussi ne veulent pas perdre la face. Ils ont beaucoup investi politiquement, pas beaucoup financièrement, mais politiquement dans cette affaire. Et il ne faut pas oublier que l'Europe, peut-être vu de l'Afrique, quelquefois on voit l'Europe comme étant un ensemble assez homogène. En réalité, en Europe, et ça je l'ai vu moi-même puisque j'ai travaillé 5 ans à l'OTAN et je le vois très bien, on le voit très bien aussi dans l'Union européenne, vous avez deux Europes en réalité. Vous avez la vieille Europe, celle de l'ancienne OTAN, si vous voulez, qu'on avait durant la guerre froide, c'est-à-dire la France, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, etc. Donc toute la partie occidentale, si vous voulez, de l'Europe. Et puis vous avez la Nouvelle Europe. La Nouvelle Europe, c'est cette Europe qui a rejoint les institutions européennes et l'OTAN à partir du début des années 90 et qui est issue de l'ancien bloc soviétique. Et cette nouvelle Europe, elle est extrêmement anti-russe. Et une bonne partie de la politique contre la Russie qui est appliquée par l'Union européenne et par l'OTAN, une grande partie de cette politique vient en réalité de cette Europe de l'Est. Et c'est cette Europe de l'Est qui pousse les institutions, notamment la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, à continuer à soutenir l'Ukraine dans un conflit qui est désespéré. Le problème est qu'il est toujours plus facile de faire la guerre avec le sang des autres. Et c'est ce que font les Occidentaux. Comme ils l'ont beaucoup fait par le passé d'ailleurs, ils utilisent le sang des Ukrainiens pour accomplir, si vous voulez, une sorte de vision politique qui est plus dogmatique que politique d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas très bien à quoi sert l'idée de se battre contre la Russie. On n'en voit pas l'intérêt. Pendant la guerre froide, évidemment, on était contre le système communiste en Occident, mais on n'était pas contre les Russes. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que les Européens et les Occidentaux sont contre les Russes et non pas contre un système politique qui est d'ailleurs un système politique qui est le même que celui qu'on a en Europe. Donc, on s'aperçoit bien que les raisons qui poussent les Européens sont plus d'ordre dogmatique, idéologique, que vraiment politique ou même économique. D'ailleurs, si les raisons étaient économiques, il y a déjà longtemps qu'on aurait arrêté de faire une guerre à la Russie, parce qu'en réalité, ça n'a aucun sens du point de vue économique. L'Europe n'a fait que de s'affaiblir et de renforcer la Russie. Donc on était exactement à l'inverse de l'objectif recherché. Donc voilà un petit peu où on en est. Ça veut dire en clair que les Occidentaux doivent aujourd'hui trouver une porte de sortie, mais ils n'ont pas encore trouvé cette porte de sortie. Et c'est là qu'est en fait tout le débat qu'on a aujourd'hui. Jacques, pour vous, la porte de sortie serait laquelle? C'est-à-dire aller rapidement à la négociation ou alors continuer à s'entêter à surfer sur l'hypothèse, on va dire, infinie d'une défaite russe du côté de l'Ukraine?
Il n'y aura pas de défaite russe. Donc aujourd'hui, on est en train de se tromper nous-mêmes sur cette question. Il n'y aura pas de défaite russe. Je ne sais pas s'il peut y avoir une grande victoire comme en 1945. Ça, je ne sais pas. Il faudrait d'ailleurs définir exactement ce qu'on appelle victoire ou défaite dans un conflit comme celui-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas faire reculer la Russie. Actuellement, elle est en position de force et il n'y a aucun élément concret qui permettrait aujourd'hui de contrer la force russe. On n'a même pas les moyens militaires de le faire. Donc lorsque le président Macron évoque la présence de militaires français en Ukraine, on a l'impression qu'il essaye un petit peu de se convaincre lui-même d'une victoire possible. D'ailleurs, on a un peu l'impression qu'on est en mode panique du côté français et du côté européen d'ailleurs, parce que le fait d'ajouter des militaires européens au conflit ukrainien ne ferait qu'augmenter le risque d'extension du conflit que l'Europe n'est même pas en mesure de soutenir. Et aujourd'hui, la Russie elle a toujours eu d'ailleurs un potentiel industriel énorme. Elle a réactivé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, son potentiel industriel de l'industrie de la défense. Par conséquent, elle est encore mieux préparée que nous à un conflit, alors que nos pays, eux, n'arrivent même pas à fournir la munition qui serait nécessaire à l'Ukraine. Alors, Donc, Jacques Beau, oui, oui, Jacques Beau, est-ce que dans le fond, on devait véritablement concevoir aujourd'hui que tous les pays réunis au sein de l'OTAN ne peuvent pas faire le poids face au complexe militaro-industriel russe? Est-ce que c'est admissible? Est-ce que c'est véritablement, on doit l'admettre de facto quand on regarde, bien entendu, comment est-ce que la guerre a évolué du côté, du moins au sein du territoire ukrainien. À un moment donné, l'OTAN s'est dit incapable de pouvoir fournir ne serait-ce que des munitions aux soldats ukrainiens engagés sur les lignes de front. oui, il ne faut pas oublier qu'en 1990, après l'effondrement du bloc communiste, enfin au début des années 90, on a, en Europe, on a démantelé notre industrie de la défense parce qu'on a constaté que l'avenir était plutôt à la coopération et on n'était plus dans un système guidé par la confrontation. Et par conséquent, on a réduit, les armées sont réduites, d'ailleurs elles sont réduites physiquement, mais on a aussi réduit le potentiel de production militaire. Et puis, se sont greffées là-dessus, si vous voulez, les guerres que nous avons menées au Moyen-Orient notamment, et qui ont exigé un type d'armement totalement différent de celui qui serait nécessaire dans un conflit en Europe. Donc, si vous voulez, il y a deux éléments. Il y a un élément quantitatif, c'est le fait qu'on a réduit nos capacités de production, puis un élément qualitatif, c'est-à-dire qu'on a produit des matériels militaires qui n'étaient plus destinés ou capables d'opérer dans un environnement d'Europe centrale, par exemple, mais qui étaient destinés à opérer dans un conflit de type Afghanistan ou Irak. Et d'ailleurs, on le voit très très bien avec les systèmes d'artillerie qui ont été fournis à l'Ukraine, qui sont des systèmes d'artillerie qui ont été conçus pour opérer dans des conflits des conflits de type coloniaux, si vous voulez, ou de projection de force. Et ce sont des matériels qui ne peuvent pas rivaliser avec un matériel plus robuste, plus simple, mais aussi qui est capable d'envoyer des quantités plus grandes de munitions, des systèmes d'artillerie, j'ai en tête là les systèmes d'artillerie. Et donc, l'Europe n'est plus en mesure aujourd'hui d'avoir une capacité militaire capable d'affronter la capacité russe. Les Russes ne se sont pas engagés dans des opérations, à part brièvement en Syrie, mais sinon ils ne se sont pas engagés dans des grandes opérations militaires à l'étranger, et donc leur potentiel est vraiment taillé sur mesure pour un conflit en Europe. Et les matériels occidentaux, eh bien, actuellement ne permettent pas, et d'ailleurs on voit qu'ils sont très peu performants face au système russe, qui sont non seulement mieux adaptés au contexte topographique, si vous voulez, de l'Europe,
mais qui en plus de ça ont bénéficié de conflits. Vous savez, typiquement, quand les Occidentaux sont allés se battre en Irak, ils n'ont pas eu besoin de faire attention à la menace aérienne parce que les Irakiens n'avaient plus, même les mouvements rebelles ou les mouvements de résistance irakiens n'avaient évidemment pas de capacité aérienne. Donc les Occidentaux n'ont pas eu besoin de développer des systèmes de protection antiaérienne performants. Alors que dans le conflit ukrainien, eh bien, on s'aperçoit que les Russes ont aujourd'hui une domination considérable dans le domaine de la lutte antiaérienne parce que eux ont orienté leur production de matériel militaire en fonction d'une menace contre leur pays et donc en fonction des matériels les plus performants et des avions qui existent en Occident. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le domaine de l'électronique de combat, dans le domaine de la guerre électronique, dans le domaine des radars, dans le domaine des systèmes de conduite, eh bien, les Russes ont bénéficié finalement d'une réflexion qu'ils ont eue depuis le début des années 80, enfin depuis la guerre froide à vrai dire, qui s'est évidemment développée, ils ont une réflexion qui s'est inscrite dans une continuité et donc aujourd'hui ils ont un outil militaire qui est parfaitement adapté à la défense de leur territoire, alors que nous avons des armées qui sont conçues pour aller se battre en projection sur d'autres continents, mais qui sont très mal adaptées à une guerre contre l'Europe en Europe. Et par conséquent, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les pays occidentaux commencent à réaliser ça et l'OTAN, qui était cette association qui a été créée en 1949 pour prévenir une éventuelle attaque soviétique contre la Russie, eh bien cet OTAN aujourd'hui, il n'a plus le mordant et les capacités qu'il avait durant la guerre froide, tout simplement parce que l'outil n'est plus vraiment adapté à la mission qu'il s'est donnée au départ. Et on va tenter de sortir de cet échange avec vous, Jacques Beau, et on évoque bien entendu l'image à venir de la ligne de front côté ukrainien, vu qu'on a désormais du mal à pouvoir parvenir au renouvellement des effectifs sur ces différentes lignes de front. Les financements, les accompagnements des puissances européennes tardent justement à arriver aux États-Unis. Le Congrès doit effectivement se prononcer. Le reste des autres États, chacun balbutie un tout petit peu. Va-t-il apporter que doit-il apporter finalement pour tenter de sauver ce qui a lieu d'être? De votre point de vue, s'il fallait se projeter, comment va se présenter, quel visage aura donc, bien entendu, la guerre dans les mois qui arrivent, dans un contexte où on est plus ou moins, bien entendu, phagocyté par les questions de politique interne, que ce soit du côté de la France, que ce soit du côté des États-Unis, qui se sont présentés très certainement comme étant des véritables alliés stratégiques de l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie? Alors ma crainte est que les Occidentaux qui refusent ce qu'on peut concevoir, parce qu'actuellement ils ne peuvent que perdre la face, et évidemment ils refusent de perdre la face, donc ils risquent d'aller, si vous voulez, dans une espèce de fuite en avant et de pousser l'Ukraine à continuer à se battre. Ce faisant, l'Ukraine risque de continuer à perdre son potentiel. Et quand je parle de potentiel, n'est-ce pas, on parle de soldats. Mais les soldats en temps de paix, ce sont des ouvriers, ce sont des gens qui produisent, ce sont des ingénieurs, ce sont des fonctionnaires, c'est tout ça. Donc, les soldats qui manquent aujourd'hui, eh bien, ce seront des ouvriers, des ingénieurs, des fonctionnaires qui manqueront pour la reconstruction du pays plus tard. Et c'est là que le calcul des Occidentaux est extrêmement perfide d'une certaine manière, parce que en soutenant cette guerre et en voyant que la supériorité de la Russie, qu'on le veuille ou non, c'est pas la question d'être pour la Russie, contre la Russie, pour Poutine ou contre Poutine, c'est pas la question. Le fait est que ce qu'on observe dans la réalité du terrain, c'est que la Russie gagne et c'est tout simplement un fait et nous devons accepter ce fait.
Et la question, c'est de savoir comment accommoder ce fait au mieux avec les objectifs stratégiques ou politiques que nous avons. Or, actuellement, il semble qu'il n'y ait absolument aucune réflexion en Europe dans ce domaine-là. On reste sur une ligne dure qui est l'Ukraine se bat et on aide l'Ukraine à se battre contre la Russie. On ne sait même pas à quoi on cherche, ce que l'on cherche à atteindre. C'est ça qui est extrêmement dérangeant dans cette affaire, n'est-ce pas? C'est très bien de vouloir se battre, mais il faut avoir un objectif. Quel est l'objectif? Arriver jusqu'à Moscou, reprendre la Crimée, repousser l'armée russe jusqu'à la frontière de 2022. Genre, quel est l'objectif qu'on cherche à atteindre? Ou bien c'est simplement récupérer ou reprendre un ou deux villages, une ou deux villes. On n'a jamais défini ces objectifs. N'ayant pas défini ces objectifs, on se bat un petit peu dans le vide aujourd'hui. Et c'est un petit peu le problème qui se pose aux Ukrainiens aujourd'hui, et même aux soldats ukrainiens, parce que les soldats disent, moi je veux bien me battre pour mon pays, mais dans quel but? Pour quel objectif? Et c'est là que il y a une faiblesse dans la réflexion occidentale et on devrait ravaler un petit peu notre arrogance et puis dire, bon, on a joué, on a perdu et maintenant il faut tirer les conséquences d'une situation telle qu'elle est, pas une situation telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et c'est un petit peu cette politique qu'on a en Occident, d'ailleurs depuis très longtemps, pas seulement d'ailleurs à cause de l'Ukraine, on l'a pour la Palestine, on l'a pour l'Irak, on l'a pour tout. On essaye toujours de se battre contre l'adversaire dont on imagine la nature. On ne se bat jamais contre le bon adversaire, on se bat toujours contre l'adversaire que nous imaginons. On se bat un petit peu quelque part contre des fantômes d'une certaine manière. Et il faut revenir là à une politique beaucoup plus pragmatique et puis dire maintenant, compte tenu des éléments que l'on peut mettre sur la table au profit de l'Ukraine, quels sont les objectifs que l'on peut atteindre? Et si ces objectifs sont réalistes, alors poursuivons-les. Mais si ça n'est pas réaliste, alors il faut se tourner vers une autre solution. Et cette autre solution, ça doit être manifestement, selon moi, une négociation, parce que là, n'est-ce pas, il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit sans la disparition de l'Ukraine. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il y a une solution militaire, elle passera presque obligatoirement par la disparition de l'Ukraine, soit par sa disparition, j'allais dire politique, dans la mesure où, vous savez, l'Ukraine est un pays qui est une mosaïque de pays qui ont été raccordés les uns aux autres au fil des siècles, et même du XXe siècle d'ailleurs en grande partie, pas seulement, mais en grande partie. Et vous avez beaucoup de pays qui chercheraient à récupérer des territoires qu'ils avaient perdus en 1914, en 1918, après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Il y a la Pologne dont certains évoquent qu'elle pourrait récupérer la partie ouest du pays. Vous avez la Hongrie qui, qui milite beaucoup en faveur de la minorité hongroise, parce qu'on ne parle pas beaucoup, c'est une petite minorité qui est en Ukraine, qui est maltraitée par les Ukrainiens, comme l'était la minorité russe d'ailleurs. Et on a évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines que la Hongrie pourrait revendiquer le territoire de cette minorité qui appartenait autrefois à l'Autriche-Hongrie et qui pourrait revenir à nouveau à l'Hongrie. Ça voudrait dire un démantèlement, un démembrement de l'Ukraine. Et là, on n'est pas il n'y a pas besoin d'avoir les Russes qui arrivent à Kiev, si vous voulez. On pourrait tout simplement avoir un désagrégement, une désagrégation de l'Ukraine. Et c'est malheureusement une solution, pas une solution, mais c'est peut-être quelque chose qui arrivera par la force des choses. Et si on ne veut pas arriver à ce point-là, si on veut être sûr de ne pas y arriver, eh bien, il faut probablement envisager de ravaler son arrogance et puis de dire, bon, on a joué, on a perdu et maintenant il faut être pragmatique, il faut garder les conditions pour que l'Ukraine puisse reconstituer son potentiel économique, son potentiel politique, et puis on négocie sur la base de ce qui existe
pas sur la base d'une fiction qui consisterait à dire, malgré les acquis militaires de la Russie, de lui dire tout d'un coup, bah, écoutez, maintenant vous déclarez que vous avez perdu et puis vous quittez tout ça. J'entends, ça n'a pas beaucoup de sens. On s'aperçoit bien que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, il faut revenir à un certain pragmatisme, mais j'ai un peu peur aujourd'hui que le dogmatisme des Européens les empêche d'avoir un regard pragmatique sur les choses et qu'on arrive, on s'enferme, si vous voulez, dans un phénomène un peu idéologique et puis dans une continuation de cette guerre qui n'a, à mon avis, plus beaucoup de sens à ce stade. Merci à vous, Jean Bourg. Alors qu'on a été rejoint par le professeur François Ndégué, il ne reste plus assez de temps. On va également le retrouver très rapidement. Professeur, on vous donne la parole. Effectivement, Jacques Bourg est revenu là-dessus, sur les derniers événements en date, la sortie du président français Emmanuel Macron, qui a déclaré, je cite, il ne faut pas exclure l'envoi des troupes au sol du côté donc de l'Ukraine, même si cette déclaration, lui-même le dit, n'a pas fait un véritable consensus au sein de ses pairs européens. D'ailleurs, les différentes chancelleries occidentales sont montées au créneau pour essayer de se désolidariser de cette volonté va-t-en-guerre du président français Emmanuel Macron. Au-delà des mots qui ont été prononcés, que cacherait finalement, de votre point de vue, professeur, cette sortie d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il voudrait absolument désormais s'affirmer, voulant ne plus quitter en tout cas des opérations clandestines de la part des armées occidentales pour désormais avoir l'entrée en scène des armées européennes d'une manière officielle? Bonsoir. Activez votre micro, professeur, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Merci beaucoup. Et je salue M. Jacques Beau, dont j'apprécie les commentaires et les analyses. Merci. Professeur, votre micro, on a du mal à avoir votre retour en plateau. Merci. Merci bien de... Voilà. Vous m'entendez? Parfaitement cette fois-là. Cette fois-là, c'est parfait. Je vous en prie. Je disais que ici, il faut un petit rappel historique pour situer les choses. Napoléon III avait le 19 juillet 1870, conseillé par DAF militaires, etc., la guerre à la Russie. Parce qu'ils ont difficulté en politique intérieure française et il rêvait encore de la grande armée napoléonienne qui pouvait défaire la Prusse. Figurez-vous que non seulement la France a été défaite, mais Napoléon III, 3 septembre de la même année, a dû abdiquer après la guerre de Seine. Je ne veux pas faire de comparaison entre Napoléon III et le président, l'excellence président Macron, mais vous voyez bien que sa déclaration, c'est pas moi qui le dis, même monsieur, les personnalités françaises, Jean-Pierre Chevènement et monsieur Hubry, et même un sénateur français qui a apporté la perte dans le cadre sénatorial, le dit, c'est une déclaration tout à fait exagérée et dangereuse. Et vous voyez que même les responsables de l'OTAN ont rejeté cela, plusieurs responsables européens ont rejeté. Je ne sais pas ce qui son excellence, le président Macron peut déclarer, mais s'il appelle ce qui est arrivé au pays après la guerre de l'empereur Napoléon III, de Napoléon III contre Prusse, la défaite française qui était fulgurante après dans le contre 1970, et ici, prétendre qu'on va envoyer des Français se battre contre les Russes sur le front ukrainien, je ne voudrais penser à ce qu'il adviendra à la France. Maintenant, sur la réalité des choses. La réalité des choses,
Et M. Jacques Beau l'a bien décrite avant moi. Je suis arrivé un peu tard, mais j'ai suivi la fin. Et c'est ce que je vous ai dit dès le premier que après le début du compte. Pour moi, bien que je suis militaire, je n'ai pas d'expérience militaire, mais en étudiant les données parvenaient, en lisant les stratégies américains, même pour les traductions, puisque je ne connais pas sur les traductions françaises, il est évident que la Russie ne peut perdre, autrement dit qu'elle devait gagner. Et malheureusement, ceux qui disent qu'ils aident l'Ukraine, à mon avis, les ennemis réels. Parce que d'abord, ils ont empêché la fin de la guerre de négociation début en mars devait aboutir et le parti russe accepté. Isolé le reste, il y aurait eu quelques avantages en termes d'économie régionale, mais aujourd'hui, la situation est ce qu'elle est à cause de Boris Johnson, le premier ministre anglais, qui est sans doute mandaté par le président américain pour ce projet, dit qu'ils aident à lutter contre la Russie, c'est en fait des Poloniens au Caspique. Et des soucis de liaison avec le professeur, la qualité de l'écoute n'était pas de mise et donc on sera, quand notre crée, obligé de raccourcir cet échange avec vous. Jacques Beau, je vous retrouve très rapidement pour refermer bien entendu cette édition. Quelle perspective finalement donc sur le plan militaire de part et d'autre, mais surtout sur le plan économique? Vous me demandez à moi? Excusez-moi, vous me posez la question à moi ou à monsieur? À vous Jacques Beau, je vous en prie. D'accord. Alors, peut-être sur le plan économique, le problème est le suivant. L'Europe s'est privée en réalité d'une source de matières premières relativement bon marché qu'elle avait avec la Russie depuis les années 60. Et je rappelle que les premiers pipelines, les premiers gazoducs entre la Russie et l'Europe datent de la fin des années 60. Ça avait d'ailleurs toujours suscité la méfiance des Américains qui avaient toujours eu peur que les Occidentaux, trop dépendants de la Russie, ne soient plus aussi farouchement opposés à l'URSS qu'ils ne l'étaient eux-mêmes. Mais toujours est-il que cet approvisionnement en matières premières relativement bon marché a finalement aidé l'essor de l'Europe dans les années 60, 70 et plus tard. Aujourd'hui, nous nous sommes coupés de cette source de matières premières et il nous faut trouver des alternatives dans le monde qui sont du coup évidemment beaucoup plus chères. Et on le voit particulièrement avec l'Allemagne, qui est un pays que, comme vous ne l'ignorez pas, est sans doute le plus grand producteur, enfin le plus grand pays industriel d'Europe continentale en tout cas, et dont la dépendance à l'énergie est énorme. Et qu'aujourd'hui, ces produits deviennent beaucoup moins compétitifs que les produits chinois, par exemple, ou les produits venant d'autres... vous m'entendez? Des interférences. Des interférences, allez-y, Jacques Beau. Votre micro. D'accord, c'est parfait, allez-y. Une économie allemande qui est aujourd'hui en difficulté et qui était un peu la locomotive de l'Europe. Par conséquent, on voit un ralentissement dans toute l'Europe aujourd'hui et on voit que ce ralentissement, d'ailleurs, il est encore multiplié par d'autres phénomènes. Par exemple, on voit aujourd'hui, d'ailleurs, dans tous les pays européens, on a en ce moment des manifestations des paysans, des fermiers occidentaux qui sont... vous savez, l'industrie de l'agriculture, c'est un domaine de production
qu'il faut manier avec beaucoup de précaution lorsqu'on veut la mettre dans un marché très compétitif. Parce que l'agriculture, par la force des choses, elle répond à des critères très régionaux, très locaux, et que vous pouvez, si vous pouvez produire des chaussures, vous pouvez produire les mêmes chaussures à Vladivostok, à Pékin, à Paris ou n'importe où dans le monde. En revanche, quand il s'agit de production agricole, eh bien, vous avez des spécificités régionales qui font que la concurrence n'est pas toujours en faveur, n'est pas toujours favorable et qu'il doit y avoir des entorses à l'économie de marché. Et vous le savez d'ailleurs très bien sur le continent africain, dès qu'on met une économie, une agriculture en compétition avec d'autres, eh bien, on crée des distorsions du marché qui finalement sont à la défaveur des producteurs locaux. Et la nécessité de maintenir ce type de production est à mon avis essentielle. Et aujourd'hui, on voit qu'en Europe, on a en voulant ouvrir les frontières de l'Ukraine, on a voulu faire entrer en Europe une production de blé et d'autres produits agricoles qui sont produits à très bas prix et peut-être d'ailleurs dans des conditions de production qui sont beaucoup plus, comment dire, disons laxistes qu'en Europe, notamment au niveau des normes de production, au niveau des normes d'usage de produits chimiques, etc. Et aujourd'hui, l'Ukraine arrive en concurrence quelque peu déloyale, si vous voulez, avec les producteurs européens. Et vous avez actuellement, d'ailleurs, alors que les pays européens parlent de soutien à l'Ukraine et qu'il faut aider l'Ukraine, etc., eh bien, vous avez les producteurs polonais qui ont fait un blocus pratiquement de la frontière ukrainienne parce qu'ils ne veulent plus que les produits ukrainiens puissent entrer dans l'Europe parce qu'ils font une sorte de concurrence déloyale. Donc on voit bien qu'on est dans une situation où la politique a été dépassée par les événements. On n'a pas su anticiper les conséquences des décisions politiques qu'on a prises et puis les répercussions se font sur le plan économique. Et vous avez les Polonais qui brûlent aujourd'hui des camions ukrainiens chargés de nourriture. Donc, on s'aperçoit que l'Europe s'est mise dans une situation de dilemme et c'est ça qui est intéressant. Comme vous le savez, je suis quelqu'un du renseignement. Donc, mon métier, c'est d'essayer d'anticiper les choses, d'anticiper les problèmes, d'avertir les autorités des problèmes possibles qui pourraient arriver. Et je suis effaré, c'est le terme à utiliser, de voir qu'on n'a pas su anticiper les problèmes qui apparaissent aujourd'hui, alors qu'ils étaient parfaitement mécaniquement prévisibles. Et ça montre que les dirigeants européens sont vraiment guidés ou guident leur politique de manière totalement dogmatique, sans même avoir une approche pragmatique des choses. Et c'est ça qui, à mon avis, est en train de causer la perte de l'Union européenne et de l'Europe. Enfin, peut-être pas la perte, mais en tout cas l'affaiblissement de l'Europe. En plus de ça, il y a un effet secondaire de tout ça, c'est que sur les autres continents, et notamment le continent africain, les gens ne sont pas dupes, les gens, vous avez des observateurs avertis qui constatent ces faiblesses européennes, qui constatent que l'arrogance européenne arrive à une limite, si vous voulez. Et on le voit très bien aujourd'hui en ce qui concerne le conflit en Palestine, où les Occidentaux ne sont plus crédibles. Il n'y a plus de crédibilité du tout. Et on voit bien, d'ailleurs, c'est intéressant de voir, alors on ne veut pas ouvrir la discussion maintenant sur la question du conflit palestinien, qui mériterait sans doute une émission à elle toute seule, mais je suis quand même, je pense qu'il faut quand même mettre le doigt sur un élément important, c'est que qui s'est élevé contre la politique occidentale à l'égard d'Israël, etc., c'est l'Afrique du Sud. C'est un pays africain qui a pris le flambeau, si vous voulez, qui est allé devant la Cour internationale de justice pour porter la voix de la raison, d'ailleurs, une voix que des pays occidentaux auraient pu mener, mais on voit que cette voie de la raison, elle vient de l'extérieur de l'Europe.
et que nous, Européens, nous nous sommes enfermés dans une sorte de logique qui, je pense, aujourd'hui est au bénéfice de personne et qui ne fait que renforcer les forces extérieures à l'Europe. Et on voit aujourd'hui, d'ailleurs, sur le plan à la fois économique, politique, mais aussi sur le plan diplomatique, que vous avez des pays comme la Chine, vous avez naturellement la Russie aussi, d'ailleurs. On remarque que la diplomatie russe est extrêmement active, alors que la diplomatie européenne s'est concentrée sur la question ukrainienne. La diplomatie russe c'est beaucoup plus diversifiée. Elle a touché d'autres zones du globe. Si vous voulez, vous avez la diplomatie iranienne, la diplomatie africaine, notamment la diplomatie d'Afrique du Sud que j'ai évoquée. Et vous avez même d'ailleurs en Amérique latine, vous avez un essor aussi de ces pays. On le voit sous l'égide d'ailleurs du président Lula au Brésil, qui élève la voix contre les Occidentaux. Ouais. Pardon. Merci à vous, Jacques Beau, pour toutes ces précisions. Ça n'a pas été facile, en tout cas, c'est pas toujours évident, j'ai envie de dire, de vous avoir sur les antennes de la télévision. C'est un régal de vous écouter. Merci pour toutes ces contributions. On espère vous retrouver très prochainement pour d'autres faits d'actualité, Jacques. Merci à vous, merci à votre invitation et merci à vous-même et à l'autre partenaire que nous avons eu là, Monsieur François, que je vois sur l'écran et qui a fait une remarque très intéressante tout à l'heure. Merci à vous et à une prochaine. Merci. Allez, bien entendu, des soucis de liaison avec professeur François Ndégué qu'on pourra retrouver très prochainement pour nos éditions de débat en télévision. Ça a été un réel plaisir, monsieur, d'avoir conduit toute cette journée spéciale consacrée donc à l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine qui rentre donc dans sa 3e année de guerre. À très bientôt.